Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Alors que nous attendons avec impatience le décollage de la mission Artemis 1, il est important de se rappeler ce qui distingue ce nouvel élan lunaire de celui du programme Apollo. La NASA souhaite ramener des humains sur la Lune, mais pas n'importe où. Elle vise le pôle Sud, notamment, car il semble abriter d'importantes réserves de glace d'eau. Ces dernières pourraient être utilisées pour produire par électrolyse de l'hydrogène et de l'oxygène, deux gaz qui permettent de faire voler une fusée. L'agence spatiale américaine souhaite par ailleurs établir à long terme une base à la surface, qui pourrait accueillir des astronautes pour des séjours de longue durée sur la Lune. Pour ces deux applications, l'électrolyse de l'eau et une base lunaire, il faut disposer d'une source importante d'énergie. Les panneaux solaires qui alimentent la majorité des applications spatiales pourraient se montrer insuffisants, surtout lors des très longues nuits de notre satellite. Les RTG, sortes de petites piles nucléaires de faible puissance, offriraient une source plus fiable mais insuffisante pour ces besoins très gourmands. La seule alternative viable semble être celle de la fission nucléaire. Un petit réacteur, capable de produire quelques dizaines de kilowatts pendant plusieurs années, réglerait le problème une bonne fois pour toutes. Ça tombe bien, la NASA est justement en train de développer un tel réacteur. Nom de code, Kilopower. Mettre des réacteurs nucléaires dans l'espace est une vieille idée. Les deux technologies, la fission nucléaire et le vol spatial, sont après tout nées en même temps au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il est cependant difficile de concevoir un réacteur suffisamment petit pour tenir sous la coiffe d'une fusée, suffisamment sûr pour limiter les risques en cas d'accident, et cependant assez puissant pour que l'intérêt par rapport à des panneaux solaires soit réel. L'URSS et les États-Unis y sont cependant parvenus au cours de la guerre froide. En tout, une trentaine de satellites équipés de réacteurs nucléaires ont été envoyés dans l'espace à ce jour, essentiellement par l'Union soviétique. Aucun d'entre eux ne s'est cependant aventuré au-delà de l'orbite terrestre, là où cette technologie pourrait cependant se montrer la plus efficace. En 2012, l'agence spatiale américaine a relancé ses recherches sur ce terrain avec le projet Krusty. Pendant 6 ans, elle a développé un prototype de réacteur de petite taille, pensé pour le milieu spatial et capable de produire une puissance électrique très modérée. Le cœur du réacteur, un cylindre de 28 kg d'uranium-235, a été mis en route pendant un peu plus de 24 heures en 2018. L'expérience a donné satisfaction, et pour la première fois depuis 1965, la NASA s'est retrouvée avec un prototype de réacteur nucléaire à vocation spatiale opérationnelle. Krusty présente plusieurs particularités qui le distinguent des réacteurs nucléaires qu'on a l'habitude de voir sur Terre. La première, c'est évidemment sa petite taille. L'ensemble du réacteur ne pèse que 134 kg. Équipé de ses génératrices, de ses boucliers anti-radiation et de son système de refroidissement, on passe à 400 kg. C'est bien plus compact que le plus petit des projets de SMR en développement. Même les réacteurs qu'on trouve à bord des sous-marins ou des porte-avions font au moins plusieurs dizaines de tonnes. Cela est en partie rendu possible par l'abandon d'un système de turbine à vapeur. Pour convertir sa chaleur en électricité, Krusty fait appel à des moteurs Stirling. Des caloducs au sodium transportent la chaleur depuis le cœur du réacteur jusqu'à ses moteurs. Les moteurs Stirling sont des moteurs thermiques relativement simples inventés il y a 2 siècles. Ils permettent de convertir un différentiel de température en un mouvement mécanique, lesquels peut alors servir à entraîner une génératrice pour produire de l'électricité. Dans l'expérience Krusty, le système devait permettre de produire 1 kW d'électricité à partir des 5,5 kW thermiques produits par le réacteur. L'ensemble de l'expérience pouvait tenir dans un cylindre d'1 mètre d'épaisseur. Sur ce schéma, on constate que la majorité de ce volume est occupée par un système de blindage autour du réacteur, en bleu. Plus près du centre, en jaune, on aperçoit les réflecteurs, qui permettent de contrôler la réaction. L'uranium est représenté par le cylindre rouge tout au centre et ne constitue donc qu'une infime partie du dispositif. Dans une version destinée à la Lune, l'ensemble du réacteur et de ses systèmes aurait tenu dans une tour de quelques mètres de haut, avec une sorte d'ombrelle sur le dessus qui aurait en fait été le radiateur du dispositif nécessaire pour évacuer le surplus de chaleur. Pour la NASA, Krusty n'était qu'un démonstrateur.
Il a fait ses preuves et son développement ne sera pas continué. Il sert cependant de base à un autre programme qui devrait lui déboucher sur des solutions opérationnelles, le projet FSP pour Fission Surface Power. En juin dernier, l'Agence spatiale américaine a sélectionné 3 entreprises qui vont devoir concevoir des réacteurs nucléaires miniatures pour le spatial. Elles auront accès à toutes les données de développement de Krusty. Elles doivent mettre au point un réacteur d'une puissance thermique de 40 kW, pouvant fonctionner sans entretien pendant 10 ans. Il doit ensuite être testé directement sur la Lune pour produire une puissance électrique de 10 kW. Cela pourrait éventuellement servir à alimenter une petite station, à condition que cette dernière ne soit pas trop gourmande. À titre de comparaison, les immenses panneaux solaires de l'ISS peuvent produire jusqu'à 160 kW de puissance électrique, et c'est le strict nécessaire pour faire survivre cet humain et quelques expériences. Sur la Lune, si on souhaite notamment faire de l'électrolyse de glace d'eau, 10 kW n'iront pas bien loin. Il est cependant possible d'imaginer monter plusieurs réacteurs les uns à côté des autres. Cela diversifierait les sources de production et permettrait de monter graduellement en puissance, au fur et à mesure que les besoins de la base se feraient sentir. Pour ce qui est du nucléaire spatial, il y a cependant une autre démarche possible, qui est celle qu'entreprend la Chine. La semaine dernière, l'Académie des sciences chinoises a annoncé qu'un réacteur nucléaire à vocation spatiale venait de passer une évaluation de performance. On ne connaît pas vraiment l'architecture retenue, mais on sait que plusieurs pièces ont été construites et testées. On sait aussi que ce réacteur vise à être 100 fois plus puissant que ce que demande la NASA. Il doit pouvoir développer 1 MW de puissance électrique, et donc plusieurs mégawatts thermiques. Une telle source d'énergie aurait de quoi alimenter 8 à 10 stations spatiales internationales, et serait donc largement suffisante pour une base à la surface lunaire, même très ambitieuse. Des applications d'électrolyse de l'eau lunaire ou d'exploitation des ressources locales deviendraient aussi envisageables. Il n'est cependant pas dit qu'il soit simple d'amener un tel dispositif jusqu'à la Lune. Le projet chinois doit être considérablement plus massif que le mini-réacteur de la NASA. Il faudrait donc une méga fusée pour le faire décoller et le lancer en injection translunaire. Il faudrait aussi un atterrisseur très solide pour le poser en toute sécurité à un endroit voulu. Avec un cœur générant plusieurs mégawatts d'énergie thermique, le système de refroidissement devrait aussi être très imposant. La Chine pourrait donc se contenter dans un premier temps d'exploiter ce réacteur pour des missions vers l'espace profond, vers Uranus ou Neptune par exemple, même si dans ce cas, disposer d'1 mégawatt d'énergie électrique paraît presque démesuré. Sur la Lune, l'énergie solaire pourrait présenter une alternative à peu près viable au nucléaire, et peut-être même plus simple à mettre en œuvre. Au niveau du pôle sud, à l'endroit qui intéresse justement les agences spatiales américaines et chinoises, il existe ce qu'on appelle des pics de lumière éternels. Notre satellite est très peu incliné sur le plan de l'écliptique. Son axe de rotation fait que les reliefs situés près de ses pôles sont presque constamment illuminés par la lumière de notre astre. On pourrait donc imaginer couvrir ces endroits de panneaux photovoltaïques pour mitiger l'impact des nuits lunaires. Pour des missions de plus de 2 semaines, la survie des astronautes dépendrait cependant du bon fonctionnement de batteries. Il paraît aussi difficile de produire de grandes quantités d'électricité via des panneaux solaires, à moins de disposer de surfaces très importantes. Ce problème pourrait cependant être résolu en produisant les panneaux solaires directement sur place. Depuis une vingtaine d'années, plusieurs expériences ont permis de démontrer qu'il devrait être possible de fabriquer des cellules photovoltaïques avec les ressources qu'on trouve sur la Lune. C'est cependant un procédé qui demanderait beaucoup d'énergie et on est donc face à un serpent qui se mord la queue. Il faut déjà une source d'énergie conséquente pour mettre en place l'industrie qui permettrait de disposer d'une source d'énergie conséquente. Il y a peut-être ici une synergie à trouver entre l'énergie nucléaire et l'énergie solaire, comme on essaie de le faire sur Terre. Il est aussi possible d'être beaucoup plus inventif. Pendant les 2 semaines que durent ces journées, la surface lunaire encaisse une grande quantité d'énergie solaire, si bien que la température peut monter jusqu'à 130 degrés Celsius. En 2019, une équipe de l'ESA a démontré comment des briques de régolithe lunaire pourraient stocker cette chaleur pour ensuite la restituer pendant une partie des nuits. La chaleur emmagasinée dans les briques pourrait servir soit à chauffer directement une base lunaire, soit à alimenter des moteurs thermiques, comme les moteurs Stirling de Krusty.
Pour soutenir une base lunaire habitée à long terme, ce qui semble être l'objectif de la Chine et des États-Unis, la question de l'énergie sera cruciale. Il n'y a pas de remède miracle. Mais à condition de pouvoir assurer sa sécurité, la solution nucléaire semble pouvoir être mise au point dans un délai raisonnable. Pour les réacteurs les plus petits, elle devrait pouvoir se satisfaire de lanceurs et d'atterrisseurs classiques. On verra d'ici quelques années si les partenaires de la NASA parviennent à fournir une solution valable, et si celle-ci peut s'affranchir de l'opposition politique qu'elle rencontrera sûrement. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce samedi à 17h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous ce week-end pour répondre à vos questions. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.